Contrairement à ce qui est affiché, moi je suis Jérôme Decoster, animateur transition énergétique et écologique des commerces à Plein Centre. Plein Centre, c'est, pour ceux qui connaissent peut-être pas bien, c'est l'association des commerçants du centre-ville de Nantes. Donc on est vraiment défini par un périmètre géographique précis, l'hypercentre, et on a 400 adhérents sur notre périmètre. Donc moi j'ai un job un peu particulier au sein de Plein Centre, puisque je suis animateur transition énergétique et commerce, et c'est un job qui existe depuis un peu plus de 2 ans. Je suis arrivé en janvier 2019. Ça c'est pour dire les choses un petit peu rapidement, ça s'est fait à l'initiative du bureau et de l'équipe de l'époque, donc Delphine Jacob ici présente, en tant que déléguée générale de Plein Centre à ce moment-là. Et puis, avec la présidente de l'époque, Nathalie Degnaud-Millon, elles ont saisi l'opportunité du grand débat de la transition énergétique qui avait été organisé par Nantes Métropole en 2017 pour se dire que c'était le moment, peut-être pour les commerçants, de les mettre autour de la table sur ces questions-là, parce qu'il y avait sans doute une maturité de la société sur ces sujets, particulièrement à Nantes, mais que les commerçants y restaient quand même un petit peu encore en dehors de ce prisme-là, et donc il y avait sans doute pas mal de choses à faire. Et effectivement, il y a pas mal de choses à faire. C'est ce qu'on va un petit peu voir ce matin. Donc, je vais vous partager mon écran. Ce que je vous propose de faire, c'est de faire une petite présentation d'environ une demi-heure en 2 parties. La première, c'est que je vais vous présenter un petit peu plus mon job, comment ça se passe un peu plus en détail. Et sur la deuxième partie, on parlera plutôt des thématiques sur lesquelles je travaille et peut-être dans quelle mesure aussi elles impactent le bâti et le design des commerces en question. Peut-être que ça vous intéressera particulièrement à la vue de vos métiers. Donc, je vais juste faire le petit partage. Voilà. Donc, je peux faire défiler comme ça. Voilà. Donc, oui, donc mon job, je suis salarié de Plein Centre, mais il ne faut pas l'oublier quand même, c'est un job un peu particulier. On est en partenariat avec l'ADEME et Nantes Métropole qui, pendant 3 ans, ont décidé de prendre en charge à 100% mon job. Donc, c'est un petit peu une situation assez particulière. Et donc, l'idée, c'est d'accompagner les adhérents de Plein Centre dans la réduction de leur impact environnemental. C'est assez vaste. Donc, on a déterminé quelques thématiques. La première, souvent, c'est les déchets, parce que c'est la porte d'entrée pour parler un peu de transition avec les commerçants. On a aussi l'énergie, avec l'impact CO2 qui va avec. Et ça, c'était les 2 thématiques de départ. Quand j'ai la fiche de poste qui avait été conçue, elle était vraiment autour de ces 2 thématiques-là. Et après, au fur et à mesure de l'actualité, de ce qui s'est passé, on a ajouté d'autres thématiques. La logistique urbaine avec notamment la relation aux fournisseurs et la livraison du dernier kilomètre, les histoires de mobilité dont on a énormément parlé en 2020, notamment avec le premier déconfinement, et puis tout ce qui est ombrage des rues et végétalisation pour répondre à l'inconfort thermique qui est de plus en plus ressenti par les commerçants. Ah oui, en diapo. Hop, je vais passer en diapo. Voilà, ce sera mieux comme ça, je pense. Donc, pour expliquer un peu mon job, donc là, on a parlé des thématiques et de la genèse rapidement, en sachant qu'on s'était déjà mis d'accord un petit peu pour travailler sur ces thématiques-là avec les commerçants. On a 2 leviers principaux quand même. C'est de travailler sur les économies que peuvent faire les commerçants en même temps que de faire de l'écologie quand c'est possible. Et puis aussi de travailler sur l'image des commerces. On sait que c'est important aujourd'hui, notamment vis-à-vis d'une clientèle qui est de plus en plus demandeuse sur tout ça. Et après, j'ai tendance à décomposer mon job en 3 parties pour l'expliquer. La première d'entre elles, c'est de faire de l'accompagnement individuel des commerçants et artisans volontaires. Donc, l'idée, c'est de faire une rencontre en boutique, de faire une sorte de pré-diagnostic sur les différentes thématiques que je vous ai citées précédemment. On fait un petit état des lieux de où ils en sont, quels sont leurs freins, leurs motivations pour avancer sur ces sujets-là, et on détermine ensemble un petit plan d'action qui peut être souvent assez modeste. On démarre par des petits gestes et puis on essaie d'aller de plus en plus loin. On essaie de s'adapter et de faire vraiment du sur-mesure dans cet accompagnement-là,
en sachant qu'on est toujours là un peu, on bosse pour eux, on n'est pas là pour leur apporter des contraintes, on essaie de leur montrer un peu tout l'intérêt qu'ils ont de s'y mettre. Et après, moi, j'ai l'avantage, c'est que comme je suis vraiment présent en permanence sur le centre-ville, j'ai la chance d'être un petit peu repéré, on va dire, sur ces questions-là. Donc, ils m'appellent quand ils ont besoin et qu'ils ont des questions sur ces thématiques-là. Et tous les 3 mois, à peu près, on fait un petit point pour voir où ils en sont. Dans cette partie d'accompagnement individuel, on a lancé en septembre 2019 la charte des commerçants et artisans éco-engagés. L'idée de cette charte, c'était de se dire, en fait, les 6 premiers mois à mon arrivée, on s'est quand même concentré essentiellement sur les pionniers, les fers de lance un peu du centre-ville sur les questions de transition. Et donc, l'enjeu, c'était quand même d'aller, bien sûr, au-delà de cela, quoi. C'était d'aller convaincre d'autres commerçants moins engagés naturellement. Et la charte, elle permet en partie ça parce qu'elle comprend 8 engagements obligatoires et 8 engagements optionnels, toujours sur les thématiques que je vous ai présentées. Et ça montre que ce n'est pas non plus forcément la mer à boire. On peut commencer par un socle qui n'est pas si difficile que ça à mettre en place, mais qui est quand même loin d'être acquis encore par tout le monde, sinon ça serait déjà pas mal si tout le monde faisait déjà ces engagements-là. Et donc, nous, en contrepartie, je parlais d'image tout à l'heure, on donne un sticker avec le logo que vous voyez là en haut à droite du diapo, et on les valorise sur nos réseaux sociaux, sur les médias, quand ils s'intéressent à ma mission, une fois qu'ils ont signé cette charte. Donc, vous voyez, depuis 2 ans, grosso modo, il y a eu 110 entretiens individuels que j'ai réalisés comme ça et une quarantaine. J'ai fait 41 hier, signataires de la charte des commerçants et artisans éco-engagés. La deuxième partie du boulot, c'est beaucoup de communication, de sensibilisation. Je vais sans doute pas vous l'apprendre. Les commerçants, ils sont un peu débordés avec beaucoup d'infos qui arrivent à la fois dans leur boîte mail et à leurs oreilles. Et du coup, il faut faire un peu un tri pour eux, les aider dans cette partie-là. Donc, sur la partie communication, en fait, je me suis basé sur les outils qui existaient déjà à plein centre en les déclinant sur la partie éco-engagée. Donc, par exemple, on a une newsletter mensuelle, on en fait une deuxième maintenant exclusivement sur mes thématiques. Donc, ça paraît simple comme ça et c'est vrai que c'est pas compliqué. Après, ce qui est intéressant aussi à plein centre, c'est que du coup, ça a été quand même un changement un peu culturel assez important parce que sur le commerce et la transition, c'était 2 choses qui n'allaient pas forcément ensemble, la transition énergétique. Et une asso de commerçants, on sort quand même vraiment des missions initiales de l'association. Donc, il y a quand même eu un changement culturel important qui a mis un petit peu de temps à se mettre en place, mais qu'on ressent de plus en plus fortement aujourd'hui. Et ça passe notamment par cette communication, cette sensibilisation-là, avec une newsletter dédiée, une page Facebook dédiée, une identité visuelle dédiée avec le logo que vous avez vu précédemment. Et il y a une autre partie, c'est tout ce qui est sensibilisation. Donc, on a essayé de s'appuyer sur l'existant, des after-work éco-engagés. Donc, malheureusement, on est, comme tout le monde, perturbé par la période actuelle. Mais jusqu'à la première année, en tout cas, 1 fois sur 2, on faisait des after-work éco-engagés. C'est des petits moments où on fait venir des structures nantaises du développement durable qui peuvent un peu pitcher leurs solutions pendant 5 minutes. Et ça crée du réseau, ça crée du lien. Les commerçants, ils peuvent aller plus loin ensuite. Et de la même manière, on a organisé des visites de l'usine Trissac pour qu'ils se rendent compte de la quantité des déchets produites. Et j'organise maintenant un atelier mensuel sur une thématique. Donc, ça peut être on en a fait un sur la lecture de la facture d'énergie, un sur les éclairages de type LED, sur les mobilités. Il y en a un qui arrive sur les projets de micro-végétalisation des rues. Il y en a un qu'on prépare aussi avec Novabuild, que vous devez sans doute bien connaître pour la plupart d'entre vous. Donc voilà, ça c'est tout un catalogue d'ateliers qu'on crée au fur et à mesure et qui permettent de dynamiser et de faire prendre conscience aussi un petit peu des enjeux aux commerçants là-dessus. Et la troisième partie du boulot, c'est peut-être celle la plus challenging, j'ai envie de dire, parce que mettre d'accord tous les commerçants sur un projet, c'est pas toujours hyper évident. Donc, c'est de mettre en place des projets collectifs pour profiter un petit peu de la force du nombre qu'on a à plein centre. On a 400 adhérents, comme je disais tout à l'heure, donc il y a moyen de faire quand même des belles choses. Et du coup, de peser
Donc, on peut peser à la fois en faisant du lobbying auprès de la ville et de la métropole pour développer davantage de projets de végétalisation ombrage des rues. On a carrément fait une petite pré-étude, entre guillemets, en allant voir des commerçants qui étaient impactés directement par cet inconfort thermique pour dire il y a un vrai besoin à ces endroits-là, il faut travailler là-dessus. Donc maintenant, les services de la métropole, ça prend du temps ce type de projet, mais ils sont lancés là-dessus en partie avec notre concours. Et puis, plus récemment, sur la thématique énergie, on a mis en place un achat groupé d'énergie. L'idée, c'était de les faire passer chez un fournisseur d'énergie renouvelable, d'énergie vraiment verte. En plus, le secteur de l'énergie est un peu opaque et c'est assez compliqué de s'y retrouver. Il y a aussi beaucoup de greenwashing. Donc, j'ai fait un peu. On travaille avec un partenaire qui s'appelle Collectif Énergie. Et moi, j'ai travaillé en amont pour sélectionner des fournisseurs vraiment verts avec eux. Et derrière, ceux qui adhèrent au projet, ils vont non seulement faire des économies parce qu'en se regroupant, ils vont payer moins cher que le tarif réglementé type EDF. Et puis, en même temps, aller chez un fournisseur d'énergie plus vert. Donc, on est vraiment dans le côté un peu gagnant-gagnant qu'on cherche à faire le plus possible. Après, il y a une autre, je ne l'ai pas détaillée ici avant de passer à la deuxième partie, parce que c'est les 3 parties principales du boulot, mais c'est vrai qu'il y a une autre partie, vu que c'est une innovation nationale, mon poste, je ne sais plus si je l'ai dit en préambule, qu'il existe nulle part ailleurs aujourd'hui. Donc, il y a aussi une notion d'essaimage à la fois au niveau local et national, d'intervenir dans des structures, comme là par exemple ce matin au SINA. En fait, ça fait partie des éléments qui font partie intégrante de ma mission, parce qu'avec le financement public, on peut aller justement essayer de toucher soit d'autres métiers ou soit le métier des commerces, mais à d'autres échelles que celles de plein centre. Et donc, dans le cadre notamment de la CAMF, qui sont les commerçants et artisans des métropoles de France, c'est une association de laquelle fait partie Plein Centre. Et on a parlé de notre projet à l'époque avec Delphine, en faisant un gros dossier de présentation, etc., adressé au ministère. Et là, est en train de se développer le même job du coup dans d'autres villes. Et les premiers qui seront lancés après Nantes, ce sera vraisemblablement Bordeaux dès cette année et Rennes en début d'année prochaine. Donc pour montrer que ça bouge et que c'est intéressant, c'est toujours un laboratoire, des expérimentations un peu permanentes, et puis donc en même temps local, et puis on essaie aussi d'avoir un petit peu des répercussions au-delà. Donc voilà pour la première partie que je voulais vous présenter ce matin. C'est vraiment expliquer de manière un peu succincte mon quotidien à Plein Centre. Et dans la deuxième partie, on va reprendre un petit peu les thématiques que je vous ai citées en préambule et en évoquant un petit peu les différents sujets que je traite au sein de ces thématiques et qui peuvent avoir un impact sur la manière dont doit être conçu le commerce. J'ai mis le commerce de demain, en fait c'est quasiment le commerce d'aujourd'hui, mais avec une vision aussi centre-ville de demain. Donc sur la partie déchets, comme je disais tout à l'heure, c'est souvent le premier sujet, parce qu'on m'appelle, on me dit en fait les déchets ça jette tout le monde, ça prend de la place, c'est sale pour certains déchets. Donc, il y a une vraie appétence, on va dire, des commerçants de traiter ce sujet-là, plus que d'autres, c'est un petit peu plus facile. Et donc, souvent, le premier sujet, on a tendance à penser que c'est le tri des déchets. Ce qui est vrai, c'est souvent le premier dont on parle. Pourtant, je ne sais pas si vous êtes familier de la règle des 5 R sur les déchets. Le recyclage, ça n'arrive qu'en 4e au niveau des priorités, puisque l'idée, dans un premier temps, c'est de refuser pour éviter, donc avec l'exemple, par exemple, du stop pub sur la boîte aux lettres, de réduire, par exemple, en achetant en vrac ou en décidant d'imprimer le moins possible, de réutiliser. Donc, si je prends l'exemple du papier, à nouveau, on peut réutiliser en brouillon. Et après seulement arrive en 4e le recyclage avant de rendre à la terre, donc de composter. Le recyclage, c'est souvent le sujet dont on me parle en premier. Et moi, j'aime bien revenir un petit peu en amont sur les étapes précédentes quand c'est possible, parce que, en fait, c'est pas la panacée non plus le recyclage, mais c'est un petit peu un moindre mal. Mais sur ce tri des déchets, ce qui est intéressant de savoir, c'est que on va être de plus en plus contraint.
ça c'est clair et net, et notamment pour la partie café, hôtel, restaurant, qui vont avoir une obligation à partir de 2023 au niveau européen de trier les déchets alimentaires de manière séparée. Aujourd'hui, certains le font avec des structures nantaises comme la tricyclerie ou compost in situ, qui peuvent faire ce type de prestations, mais c'est payant, alors que mettre dans le tout venant le sac bleu, bah, c'est gratuit. Donc pour la plupart, le choix est vite vu. C'est un engagement assez fort, un peu militant, mais à terme, on arrive vite en 2023. La métropole devra proposer plusieurs solutions. Et en quoi ça impacte le commerce vraiment, c'est que souvent, on me dit, même pour le tri sac jaune, sac bleu, il y en a qui me disent derrière mon comptoir, j'ai pas la place pour mettre 2 sacs différents. Alors, on essaie de trouver des solutions quand même parce que c'est un petit peu la base, mais c'est pas toujours si facile. Et si on ajoute en plus un autre bac pour les déchets alimentaires, les épluchures, etc., bah, on a cette contrainte qui est très forte. Donc, il y a vraiment une thématique de stockage qui est importante. Sur d'autres déchets que les déchets alimentaires, j'ai eu le même cas de figure la semaine dernière. On m'a encore appelé des problèmes de palettes qui sont déposées parfois un petit peu sauvagement dans la rue, mais en fait, il y a des commerçants qui sont un peu dépourvus parce que s'ils n'arrivent pas à négocier avec leurs fournisseurs de reprendre leurs palettes et qu'ils reviennent que 15 jours après sur certains métiers spécifiques, ils ne savent pas où la stocker, leurs palettes. Donc, on a une vraie problématique à ce niveau-là d'espace, de contraintes. Et de la même manière, la consigne en verre, on voit bien que c'est amené à revenir. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément toujours très convaincus par l'écologie, mais qui, plus par souci d'économie et de revenir à ce que faisaient nos grands-parents, qui ont un petit peu plus cette notion-là. Et c'est vrai que sur certains éléments, c'est tout à fait pertinent, et notamment pour la consigne qui existait dans les années 60-70, et même jusqu'aux années 80, tout à fait. Et du coup, de se dire, pareil, la consigne, en fait, aujourd'hui, il y en a plein, ils me disent la première raison, c'est qu'il n'y a pas tant que ça de fournisseurs qui la proposent, même si c'est en développement, à nouveau. Et la deuxième, c'est, oulala, où est-ce que je vais mettre les bouteilles vides dans mon commerce? Donc, on est encore sur cette même problématique de stockage d'espace. Sur la partie énergie, il y a beaucoup de sujets, mais pour en donner certains, on a notamment une partie, la partie qui paraît logique, sans doute surtout pour vous, tout ce qui est isolation. Et en fait, c'est un sujet sur lequel j'ai du mal à travailler avec les commerçants, tout simplement parce qu'ils sont rarement propriétaires de leurs murs et parce que ça représente des frais de travaux très conséquents. Et pourtant, on se dit quand même, si on veut avancer sur la transition énergétique, c'est quand même un peu la base d'avoir une isolation plus optimale dans les commerces. Après, dans le centre-ville, on a d'autres problématiques, c'est que tout est presque protégé, donc il faut avoir des autorisations des bâtiments de France, etc. Mais la semaine dernière, il y a 15 jours, j'ai eu une demande d'une boutique qui m'a dit « Je veux absolument changer ma vitrine en caille ». Mais j'ai un devis à 15 000 €, comment je fais? Donc effectivement, c'est un peu compliqué. C'est la première fois que ça m'arrivait, donc j'étais content d'éplucher le sujet. Malheureusement, on a épluché crédit d'impôt, les certificats d'économie d'énergie, toutes les aides possibles et imaginables. Il n'en existe pas aujourd'hui de valables. Donc là, pour le coup, il y a un vrai travail à faire de lobbying dans ce sens-là, et on l'a lancé avec la CAMF pour demander un crédit d'impôt sur ce type de travaux, qui semble être la base pour améliorer l'isolation et le confort thermique au sein des boutiques. Toujours sur ce confort thermique, il y a les fameuses portes. Ça, c'est un sujet qui était déjà présent à Nantes et puis dans les médias avant mon arrivée. J'avais déjà lu dans la presse plusieurs mois avant. Donc, les portes qui restent ouvertes quand la clim ou le chauffage est en route. Savoir que ça représente, selon une étude de Cambridge, 50% de déperdition énergétique. Donc, c'est énorme. Et là, c'était intéressant de voir que, contrairement à ce qu'on pouvait croire, il n'y a pas tant que ça de boutiques qui laissent leurs portes ouvertes. C'est plutôt des enseignes et des franchises, déjà, qui peuvent entre guillemets, se le permettre parce que les autres sont peut-être plus attentifs à leurs factures. Et puis, même s'il n'y a pas tant que ça de commerce, c'était important d'en parler. Donc, on a mis en place un petit dispositif. Vous voyez ici à droite la petite affichette qu'on a créée. Et puis, on avait proposé un petit flyer dans ce sens-là. Et il y en a beaucoup qui sont dans cette logique de dire c'est compliqué parce que la porte est trop lourde,
surtout dans le centre-ville, les portes type Galerie Lafayette qui sont lourdes et du coup ils sont très contents ceux qui ont des portes automatiques ou des portes plus faciles à ouvrir. Donc ça c'est des éléments aussi à prendre en compte dans la conception des commerçants, des boutiques. C'est vraiment d'avoir des portes les plus légères possibles et faciles à bouger. De toute façon, on n'a pas encore la date, mais ça deviendra très, très prochainement. Le gouvernement en a déjà parlé. Ça va être une obligation réglementaire dans quelques mois ou années. De fermer la porte. Ouais. On a eu, pour le coup, sur les terrasses chauffées, qui est un petit peu un sujet similaire en termes d'impact, on a eu cette semaine la date. Normalement, ça devait être pour le début de l'hiver prochain et au vu du contexte, ils ont repoussé à avril 2022. Donc, c'est dans un an pile. Les terrasses chauffées sont interdites dans toute la France, alors qu'aujourd'hui, c'est seulement dans certaines rares collectivités. À ma connaissance, il y a Rennes et j'en connais pas d'autres. Donc voilà pour certains sujets. Après, les fournisseurs d'énergie vert, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. On parle aussi beaucoup des enseignes lumineuses qui doivent être éteintes la nuit pour des raisons réglementaires. Et nous, on incite aussi à aller plus loin que ça. De couper quelques heures après la fermeture de la boutique parce qu'on se dit qu'entre 22h et 1h, ça va coûter plus cher à la planète et au portefeuille que ce que ça va rapporter comme client le lendemain, pour schématiser. Voilà. Je vais pas parler des éclairages LED parce qu'on peut dire aujourd'hui que quand même c'est presque acquis dans la plupart des boutiques, mais il y a encore un petit peu de travail. Mais la plupart des relamping LED sont déjà enclenchés ou voire terminés. Il y a des aides sur le relamping? Elles étaient fortes il y a quelques années. Les certificats d'énergie étaient très intéressants. Aujourd'hui, c'est un peu dérisoire. Comme justement, c'est devenu monnaie courante, tout le monde s'y met. Puis on estime que le coût que ça représente, on va le récupérer. Le retour sur investissement n'est pas si mauvais que ça. Ça dépend du type de commerce, mais ça peut durer seulement 2-3 ans. Donc, les certificats et les aides sont vraiment dérisoires par rapport au coût que ça représente. Au niveau des mobilités, donc c'est un sujet qu'on a pris à bras-le-corps, comme je disais tout à l'heure, au moment du déconfinement. Parce qu'il y a eu les fameux aménagements tactiques, l'urbanisme de Nantes Métropole qui a mis en place ça, donc ça fait beaucoup parler à plein centre, sans doute pas que à plein centre, n'est-ce pas Virginie? On a beaucoup parlé du fameux pont Anne de Bretagne qui était un peu bloqué. En fait, on est dans une logique, nous on s'est dit, on a voulu saisir l'occasion pour deux choses. D'un côté, peser sur la métropole, en disant il faut qu'on ait notre mot à dire sur cette notion d'accessibilité de stationnement. Et en même temps, moi, dans mes missions d'accompagnement au changement, d'essayer de me remettre un petit peu les choses en perspective, de prendre un petit peu du recul parfois. Typiquement, donc on a mené une enquête en septembre-octobre avec un bureau d'études spécialisé qui s'appelle Lestou et Associés. Typiquement, par exemple, sur la notion du stationnement, un élément intéressant, c'est que pour les commerçants, 95% des commerçants interrogés jugent très difficile le stationnement en centre-ville, ce qui n'est pas surprenant, mais ce qui est quand même assez fort en proportion. Et quand on interroge la clientèle sur la même question, il y en a 45% qui la jugent très difficile. Donc là où c'est intéressant, c'est de se dire 1 sur 2, c'est beaucoup, c'est vrai, et du coup, on va bosser avec la métropole pour avancer sur ce sujet-là. Et d'un autre côté, moi, avec les commerçants, je leur dis, il faut parfois remettre un peu les choses en perspective. Tout le monde n'est pas si mécontent que ça. Donc ça, c'est un peu, je vous parle de ça parce que c'est un peu mon quotidien, d'avoir un peu ce double rôle au sein de plein centre. Donc ça, c'était sur la partie stationnement. En fait, on se rend compte surtout qu'il faut faire connaître les parkings existants parce qu'on a ces habitudes. Et en fait, en dehors de la période de Noël, ils sont pas très rarement pleins. Et ce qui est ressorti surtout en termes de transport sur cette fameuse enquête, donc ça a été fait en septembre-octobre. Il y avait un contexte quand même Covid, mais on était peut-être sur la meilleure période de l'année 2020 quand même. Et donc vous voyez 38% des clients interrogés sur un panel de 1300 quand même, c'est assez représentatif, avaient pris le transport en commun pour venir dans le centre-ville. Donc ça, le bureau d'études a été assez surpris, c'est bien supérieur à ce qui se fait dans d'autres villes de même taille.
Donc, c'est plutôt un bon point sur la transition énergétique de la métropole. En deuxième, on a tendance à le sous-estimer, c'est de loin la marche à pied, le deuxième transport, avec 27% des personnes. On est aussi dans un contexte de beaucoup de proximité, un peu de commerce de proximité. Et puis la voiture à 21%, ce qui est à peu près cohérent, légèrement en dessous de ce qui se fait. Mais ça remet aussi un petit peu parfois l'élément voiture en perspective, même s'il reste important puisque c'est un client sur 5. On a été déçus sur le vélo, très déçus, 5%. C'est faiblard, on ne va pas se mentir. Et après, sur l'intermodalité, il peut y avoir des confusions qui sont faites, mais c'est un élément sur lequel on va bosser, en particulier l'intermodalité, parce qu'on s'est rendu compte, par exemple, que les parkings relais étaient très utilisés la semaine pour les actifs et sous-utilisés complètement le samedi. Ils sont même quasiment vides pour certains. Et la TAN va rendre ça différent à partir du modèle. C'est ça, 24 avril, transport gratuit, et du coup, les parkings relais, quand on utilise les transports, seront gratuits aussi. Donc, il y a une volonté d'avancer sur ce sujet-là. Et puis, aussi, la piétonisation, c'est hyper important. L'année dernière, on a accompagné ça avec tout le contexte Covid, les cafés-restos en difficulté. Ils avaient besoin d'agrandir les terrasses, et ça a beaucoup plu, ces histoires de piétonisation, à la fois côté commerçant et côté client. Donc ça devrait être reproduit et peut-être aussi développé dans d'autres rues. Il y a même une ligne, la fameuse ligne de bus 11 qui a été définitivement détournée de la rue Jean-Jacques Rousseau. Donc voilà, il y a eu pas mal d'impact sur cette année 2020 au niveau des mobilités, et nous on essaie de travailler là-dessus. À la fois on a l'accompagnement au changement, et aussi pour un centre-ville plus apaisé. Ça va avec un centre-ville plus apaisé, plus sécurisé, et un besoin de flexibilité dans les transports. Ça nous avait marqué dans l'enquête, dans l'analyse de l'Estou, c'est que 9 personnes sur 10 utilisent le même transport au retour qu'à l'aller. Et en fait, dans les années à venir, on se dit que ce chiffre il doit baisser considérablement pour plus de flexibilité, qu'on doit pouvoir venir par exemple en vélo, repartir en transport en commun, venir en autopartage et repartir en train, enfin qui est plein de possibilités. Et du coup, c'est là-dessus qu'il faut pas mal travailler. La logistique urbaine. Donc malheureusement, on n'a pas encore les chiffres de 2020 parce qu'ils vont exploser les compteurs, vu ce qui s'est passé. Là, j'ai mis quand même quelques chiffres à titre informatif qui sont de 2019 ou de début 2020, qui est une enquête de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance. Donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire, on voit bien en fait qu'il y a deux éléments. Il y a à la fois, on va de plus en plus vers le digital, mais en même temps, il y a un vrai besoin de commerce physique. On l'a vu avec Noël, ça a cartonné. Nous, on a vendu 2 fois plus de chèques cadeaux centre-ville que les années précédentes. Il y avait quand même un élan à la fois de solidarité et vers le commerce de centre-ville et de proximité, et en même temps un besoin de retrouver le contact. Et donc, on est sur un peu une logique de phygital, quoi, mélange de physique et de digital. Donc, je pense qu'il faut se développer sur les deux canaux sans qu'il y en ait un qui soit au détriment de l'autre. Et donc là, par exemple, vous voyez 50% des e-commerçants TPME qui vendent également en magasin traditionnel. Donc ça, je trouvais ça assez intéressant. C'est quand même une forte proportion. Et puis, l'autre stat sur la droite, c'est 70% des e-clients, des e-acheteurs qui privilégient les sites qui mettent en avant une démarche responsable. Donc là, on est typiquement sur les thématiques que je porte, et on voit que c'est quand même des chiffres qui sont assez conséquents. Je n'ai pas la stat d'il y a 10 ans, mais à mon avis, elle serait assez parlante. Donc nous, on a vraiment un gros boulot à faire sur la livraison du dernier kilomètre, et puis d'aider à ce qu'il y ait une logistique de moins en moins carbonée pour les commerçants. Et puis, on revient à cette problématique de stockage dont on a parlé au niveau des déchets. C'est qu'on sait qu'aujourd'hui, en moyenne, le stockage, c'est 30% de la surface des boutiques qui est dédiée. C'est assez énorme. Et on commence à avoir de plus en plus de boutiques qui se posent la question de comment faire, surtout dans cette logique de phygital, parce que du coup, la gestion des stocks devient très compliquée. Il y en a beaucoup qui s'y sont mis récemment. Comment je fais quand on me commande 5 poussettes en ligne alors que j'en ai que 6 en rayon ?
Ça pose aussi plein de questions au niveau de stockage. Donc, il y en a, je donne cet exemple-là parce qu'on a un commerce qui fait ce type de produit qui nous a dit qu'il serait intéressé par un espace logistique de proximité, donc du stockage décentralisé. Et ça, je pense qu'on a un vrai enjeu là-dessus sur les prochaines années, voire les prochains mois. Voilà un petit peu pour faire sur la logistique urbaine. Il nous reste 2 thématiques. Donc, la végétalisation et l'ombrage des rues. Alors ça, on n'a pas encore beaucoup de concret là-dessus, mais on en parle beaucoup et on espère que ça va se concrétiser très prochainement. À mon arrivée en février 2019, on a mis en place un petit sondage sur les différentes thématiques et on s'est rendu compte quand même qu'il y avait déjà 55% des commerçants interrogés, donc on avait 130 qui ont répondu sur nos 400 adhérents, ce qui est pas mal, ce qui est assez représentatif, qui disaient ressentir une gêne de plus en plus forte dans les périodes de pic de chaleur. Donc ça, on a trouvé ça vraiment parlant. Et ça correspond à un besoin de végétaliser, d'ombrage. On sait que Nantes est bien pourvue en parcs, etc. Mais par contre, que le centre-ville est très, très minéral. Ça, la métropole en a conscience et doit travailler là-dessus. Et ça correspond vraiment aussi, donc ça correspond à un besoin des commerçants et ça correspond aussi à une vraie exigence de la clientèle, puisque le bureau d'études dont je parlais tout à l'heure, l'Estou et associé, il est aussi intervenu dans le cadre de l'atelier attractivité organisé par la métropole et dont le SINA fait partie. Et c'est vrai qu'il nous disait que la balade, le flânage et la végétalisation faisaient partie des attentes clients très, très importantes. Donc là, on a un vrai sujet. Ça tombe bien parce que comme on a parfois du mal à avoir des sujets qui font l'unanimité, comme vous voyez, là, c'est quasiment le cas. 95% des commerçants adhérents qui veulent végétaliser davantage la ville. Donc, on est plutôt bien parti. Après, donc là, on prépare des ateliers dans ce sens-là, comme j'expliquais tout à l'heure. Et puis, donc ces îlots de chaleur, ils demandent une adaptation à ce changement climatique. Et puis, je ne sais pas si vous les connaissez, les différentes solutions qui existent par rapport à ça. Donc, des solutions bleues pour apporter de plus en plus d'eau, de bourmisation, d'air, etc. Des solutions vertes, c'est plutôt le végétal, comme on le voit là. Et des solutions grises aussi, qui sont plutôt des solutions techniques qui se mettent en place. Donc là, ça peut être des voilages pour faire de l'ombrage. C'est la technique aussi dite albédo, donc pour la réflexion des murs, des toitures, etc. Je connais notamment une entreprise qui vient de se créer à Nantes et dont le métier est de repeindre les toits en blanc, tout simplement, pour réfléchir le soleil et prendre beaucoup moins de chaleur. Donc ça, c'est des nouveaux métiers, c'est des nouveaux besoins. Et bon, d'un côté, c'est un peu terrible de se dire ça, mais d'un autre côté, il va falloir s'adapter sur la conception de nos commerces en fonction de ça. Et puis la dernière type de solution, elles sont dites orange et là elles sont plus comportementales. Donc c'est s'habiller autrement avec moins de choses foncées. C'est revoir les horaires, ça c'est quelque chose aussi sur lequel on va peut-être travailler sur le centre-ville, à la fois pour s'adapter aux périodes de chaleur, mais aussi surtout par rapport au temps des actifs. On s'est rendu compte dans cette fameuse enquête qu'il n'y avait que 30% du temps d'ouverture des magasins qui correspondait au temps disponible des personnes. Donc là, on a un vrai enjeu là-dessus, ne serait-ce peut-être qu'au lieu de faire du 10h, 19h, de passer sur du 11h, 20h, ça pourrait peut-être déjà, si on ne voulait pas augmenter la plage horaire, mais changer les horaires, ça pourrait déjà potentiellement être intéressant. Je voulais ajouter à ça, là c'est un petit peu en dehors de mes thématiques, mais je pense que c'est intéressant par rapport au métier de l'immobilier, etc. C'est sur, on a une exigence de plus en plus forte sur des boutiques un peu nouvelles, un peu éphémères, un peu concept store. On a même des adhérents là qui nous disent qu'ils ont testé ça dans des villes et qu'ils veulent importer ça à Nantes alors qu'ils ont déjà leur propre boutique, mais ils veulent avoir une boutique où ils remettent leurs produits mais en mélangeant avec d'autres. Et ça, je pense que ça a un impact sur comment moduler les boutiques, qu'elles soient modulables, transformables, avec peut-être plusieurs petits espaces à mettre en place et pas avoir un seul et même bloc pour un seul commerçant comme on a l'habitude de le voir historiquement. Je vous ai mis aussi une stat, là, 44% des Européens et 49% des Français qui ont acheté en 2019 sur le marché de l'occasion.
C'est énorme et là aussi, ça change un petit peu nos habitudes. Développement de boutiques sur du deuxième main. Et ça va un petit peu avec ce côté boutique éphémère, une nouvelle tendance. Et là-dessus, ce qui est intéressant, c'est de se dire, aujourd'hui, les nouvelles générations qui s'installent, c'est vrai qu'il y a encore quelques commerçants réfractaires à tout ça, même s'ils sont de moins en moins nombreux, mais les nouvelles générations et les nouveaux commerçants qui s'installent, ça devient nécessaire pour elles de prendre ce sujet à bras-le-corps. Et typiquement, j'ai un exemple intéressant, c'est qu'on a été contacté ce mois-ci par les Élévateurs, qui est une nouvelle structure qui veut accompagner les futurs commerçants à se mettre en place. Et du coup, ils ont des modules un petit peu comme pourrait faire la CCI, mais du sur-mesure un petit peu. Et ils m'ont contacté pour potentiellement proposer des modules de formation sur la RSE qui seraient intégrés dès le début du projet commercial. Je trouvais ça hyper intéressant et très parlant de se dire qu'en fait, maintenant, c'est pas quelque chose qu'on doit prendre quand on est déjà lancé depuis 5 ans ou 10 ans, mais quelque chose qu'on doit prendre dès le début du projet. Voilà, alors là, c'est ma dernière slide. J'ai été peut-être un peu plus long qu'une demi-heure. Non, ça va à peu près. Donc, c'est sur qu'est-ce qu'on va faire à plein centre aujourd'hui et demain. Donc, déjà, ma mission, j'espère vous avoir montré qu'elle était assez riche et du coup, on espère la pérenniser. C'est vrai qu'on est au début de la 3e année de la mission et donc au bout de 3 ans, on a besoin de trouver des fonds. Peut-être que les financeurs publics actuels vont rester dans la boucle, mais en tout cas pas sur un financement à 100%. Et donc, on a besoin de diversifier dans tous les cas notre modèle économique avec à la fois des actions qu'on pourrait mettre en place comme de la formation, de l'achat groupé où on prend des rétrocommissions, etc. Mais aussi avec du partenariat privé. Et donc, aujourd'hui, on est dans cette recherche-là de nous accompagner sur cette mission. Donc, je ne sais pas si dans vos connaissances, ça pourrait être intéressant, mais en tout cas, c'est bien de l'avoir en tête parce que pour nous, c'est un de nos projets phares de cette année que la mission ne s'arrête pas au bout de 3 ans, ça serait un petit échec alors qu'il y a beaucoup de choses qui sont très bien lancées, mais qu'on a encore beaucoup de choses à faire. Et puis sinon, je voulais dire aussi par rapport à on a un projet de conciergerie, donc ça c'est important aussi en termes de besoins en local, en immobilier. On a un projet de conciergerie puisqu'on a gagné un appel à projet de la région AMI Commerce du Futur. Donc on a eu un budget, on est censé ouvrir au plus tard en mars dans 2 ans, en mars 2023. Et donc, on est en train de travailler là-dessus sur quels services on pourra proposer pour que ça soit pertinent. L'idée, c'est d'améliorer l'expérience client et en même temps de proposer une vitrine pour les commerçants. Donc, on travaille toujours sur ces 2 tableaux-là avec potentiellement, là, je vais vous dire des choses, mais il va falloir qu'on les teste avant de les valider, mais du prêt de poussettes, de parapluies, de la consigne de courses pour que les personnes puissent faire leurs courses, par exemple, le matin et profiter des musées ou des loisirs, de la piscine ou autre, que sais-je, l'après-midi. D'avoir toujours cette flexibilité, cette expérience client la plus optimale possible. Donc, on a vraiment on va visiter, ça se fait apparemment à Angers, donc on va visiter d'ici 15 jours le local à Angers et on est à la recherche d'un local dans le centre-ville de Nantes. Et puis, pas forcément, non. Ça, c'était dans ce que ressortait de l'Estou. Alors, ça sera soit que centre-ville ou soit ce sera 2 projets complémentaires, mais on cherche plutôt hyper centre-ville. Et donc, après, on est aussi dans ce qu'a dit l'Estou dans son enquête. Ce qui ressortait, c'est qu'on a aussi une faible proportion des familles et des enfants dans le centre-ville. Il n'y avait que 7% des clients interrogés qui étaient des familles avec enfants, alors que ça représente 30% de la population de la métropole. Donc, on était forcément là bien en dessous de ce qui peut se faire ailleurs. Donc, on a un vrai enjeu là-dessus, avoir un parcours client, des loisirs, de la végétalisation, tout ça, en fait, un parcours sécurisé, de la flexibilité sur les transports. Tout ça, ça fait partie de ce qu'on essaie de mettre en place à ce niveau-là. Et sachant que le loisir aussi, c'est ce qui augmente le plus dans les dépenses.
On a les dépenses contraintes qui augmentent, les loyers, etc. On a les dépenses de loisirs qui augmentent fortement, et à l'inverse des dépenses d'arbitrage, où là on est plus sur le prêt-à-porter, l'alimentaire plaisir, etc. Pas l'alimentaire plaisir, pardon, l'alimentation, qui ont tendance à chuter. Et donc ces dépenses de loisirs, elles augmentent, donc ça montre qu'il y a aussi un vrai enjeu pour améliorer l'expérience à ce niveau-là dans le centre-ville. Et puis, sur la dimension un peu urbaine aussi, on a noté que les actifs étaient assez peu représentés. Donc, on a parlé des horaires à aménager éventuellement. Mais c'est vrai qu'on a repéré aussi que c'était pas facile la situation actuelle, puisque les bureaux ont tendance à être déplacés du centre-ville, et on a beaucoup de commerçants qui nous disent qu'ils avaient beaucoup plus d'actifs avant. Aujourd'hui, on va dire les bureaux sont au mieux sur l'île de Nantes pour le centre-ville, et pour certains bien au-delà. Donc, on a aussi un vrai boulot à faire pour attirer ces actifs-là. Et pour conclure, j'ai bien aimé là, dans ces éléments qui nous ont été transmis. En fait, il nous a, et je